Coucou les amis, bonjour à tous, bienvenue sur Bam ton CAP. J'espère que tout le monde se porte bien, j'espère que vous travaillez à fond. Franchement les amis, merci pour tous les partages, merci pour tous les mots gentils. Vous pouvez même pas savoir combien de fois ça me fait plaisir. Parce que des fois, on se dit, est-ce que ça va plaire cette vidéo? Est-ce que ça va plaire ce que je vais poster? Est-ce que surtout ça va aider? Le mot, c'est même pas plaire, mais est-ce que ça va aider? Est-ce que ça va apporter un plus dans tout ce que vous êtes déjà en train de faire? Parce que l'objectif, c'est vraiment de vous aider à obtenir votre diplôme. D'accord? Donc, merci à tous ceux qui, vraiment de là où vous êtes, m'encouragez. Merci pour les partages. Merci à tous les nouveaux abonnés. Hein. Vraiment, merci les amis. Merci d'être là. Merci de faire confiance à Bam ton CAP. Parce que je sais, c'est pas évident. Vous êtes à la recherche d'informations pour préparer au mieux cet examen. Et surtout, vous êtes à la recherche de la bonne information. Et oui, de la bonne information. Parce que des fois, on peut tomber sur des contenus qui nous mettent complètement à l'opposé. Et le jour de l'examen, ben, on se rendra compte malheureusement qu'on n'a pas eu l'information adéquate en fait. Donc, merci de faire confiance à Bam ton CAP. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer à travailler. Hein. On va travailler sur physique-chimie. Je sais, pour beaucoup, c'est la bête noire, hein, je l'avoue. Et même pour moi, c'était pas évident. Je pense qu'à l'examen, c'était ma plus petite note. C'était en physique-chimie, j'avais eu 11. Et c'était pas donné. Et j'avais pas ce genre de contenu. J'avais pas trouvé sur YouTube des personnes qui expliquaient vraiment cette matière pour pouvoir travailler au mieux. Et certes que je prenais des cours à distance, ce qui m'a beaucoup aidé aussi. Mais après, pas plus quoi. Mais bon, ça s'est joué, c'était bien. Et puis voilà. Bon, on va tout de suite commencer. On va travailler. Excusez-moi les amis, ma voix. Je ne suis pas très en forme avec le temps qu'il fait. Désolée. Alors, nous allons travailler l'exercice 4. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'intitulé, c'est bouillie bordelaise. D'accord? On nous dit ceci. Pour protéger ces cultures, Monsieur Dujardin doit utiliser la bouillie bordelaise préconisée en culture biologique. Entre parenthèses, si, donc c'est une condition, si on respecte les quantités. On nous dit par la suite que l'agent actif de ce produit est l'ion-cuivre, qu'on écrit Cu2+. D'accord? Ensuite, ça c'est en formule chimique, hein, d'accord? Donc, c'est toujours l'ion-cuivre, d'accord? Ensuite, on a une recherche sur Internet lui précise que la composition de la bouillie bordelaise est une solution constituée de 80% de sulfate de cuivre, d'accord? Donc CuSO4 et 20% de chaux éteinte, Ca parenthèse OH2. On va essayer de comprendre le contenu parce que pour certaines personnes, ça peut sembler chinois. Je dis bien pour certaines personnes. Et nous, sur Bam ton CAP, nous sommes là pour aider. On n'est pas là pour juger. Nous sommes tout simplement là pour aider. D'accord? Donc, je vais essayer d'expliquer pour que chacun d'entre vous, vous puissiez bien comprendre le contenu. D'accord? Et je pense que ça pourra vous aider à mieux répondre aux questions. D'accord, les amis? Donc déjà ici le mot bouillie bordelaise, qu'est-ce que c'est? Si vous regardez là vous avez une petite image, d'accord? Donc ce petit sachet c'est la bouillie bordelaise. La bouillie bordelaise en fait c'est un traitement, d'accord? C'est un traitement contre des champignons et ce traitement peut être utilisé en agriculture biologique. D'accord, donc cela va permettre en fait de protéger les plantes, d'accord, de lutter vraiment contre les maladies, d'accord, de tout type d'insectes hein, qui pourraient venir comme ça abîmer les plantes, d'accord. Donc c'est pour prévenir en gros des maladies sur les plantes,
D'accord? Donc, c'est ça la bouillie bordelaise. Donc, la bouillie bordelaise, je redis, c'est un traitement de champignons, d'accord, qui est utilisé en agriculture biologique. Vous voyez bien dans notre document, dans notre texte ici, Monsieur Dujardin pratique une agriculture biologique, d'accord? Donc, pour protéger ces plantes, il va utiliser ce qu'on appelle la bouillie bordelaise, d'accord? Et après, on nous dit que cette bouillie bordelaise, en fait, elle est faite de quoi? La bouillie bordelaise, elle a deux composants essentiels, d'accord? Il y a un composant qui est en grande partie présente, d'accord? Donc, c'est celui-ci. Donc, vous voyez ici, on a 80% de sulfate de cuivre, d'accord? Et 20% de chaux. Donc, dans la bouillie bordelaise, ce sont les deux composants que nous allons retrouver, d'accord? Donc, là, déjà, à ce niveau, c'est bon. Je pense que là, tout le monde essaie de voir un tout petit peu. Ensuite, on a un autre mot ici, d'accord? C'est la culture biologique. La culture biologique, en fait, c'est quoi? Ou l'agriculture biologique, hein, si vous voulez, d'accord? C'est tout simplement une façon de faire de la production, d'accord? Donc, une méthode, si vous voulez, d'accord, de production agricole qui ici va viser à respecter, d'accord, tout ce qui est équilibre naturel. Donc, ça fera attention vraiment à l'équilibre du sol, à l'état de l'eau, de l'air, d'accord? Donc, c'est ça on appelle la culture biologique. Déjà, le mot biologique doit quand même vous parler un tout petit peu, d'accord? Donc, ce mode de production, d'accord, ce mode de production agricole, elle est vraiment soucieuse du respect de l'équilibre naturel, d'accord? Et vous allez voir, lorsque vous partez en surface, vous allez avoir des produits, c'est souvent écrit A, B, d'accord, en grand caractère, hein, vous allez voir écrit A, B, et tout en bas, vous allez voir, on vous mettra agriculture biologique, d'accord, donc ça vient un peu de ce genre de produits. Donc, ce sont des produits, en fait, qui ont été plantés, si je peux dire comme ça, par un mode de culture qui est la culture biologique. Ok, donc je pense que là, tout le monde a compris, d'accord? Donc voilà, ce monsieur, il fait son petit jardin et il veut en gros protéger ses plantes, d'accord? Pour qu'elles ne soient pas malades. Donc, on nous pose la question de savoir en 4.1, d'accord? Donc la première question. Donc la première question nous dit, le sulfate de cuivre, d'accord, qu'on a mis entre parenthèses CuSO4, est-il, donc on vous donne des propositions, est-il un atome, un ion ou une molécule? Donc c'est à vous de faire le choix, d'accord? Déjà, c'est quoi l'atome, c'est quoi l'ion et c'est quoi la molécule, d'accord? Parce que si on ne sait pas, ça peut être un peu compliqué. On ne va pas rentrer dans les cours de physique-chimie en profondeur, d'accord? Mais je vais faire simple pour que vous puissiez vous retrouver lorsque vous êtes en face de ce genre d'exercice. Et surtout, soyez bien pointilleux. Regardez déjà ici, l'agent actif de ce produit est l'ion cuivre. Vous voyez ici, on vous donne la manière dont l'ion va s'écrire, d'accord? Donc, lorsqu'on parle de l'ion cuivre, il s'écrira de cette façon, d'accord? Ici, c'est le sulfate de cuivre. Donc, lui, il va s'écrire comme ça, d'accord? Donc, vous voyez, les écritures même, déjà, elles ne sont pas les mêmes. Maintenant, je vais essayer de vous donner des petites définitions, d'accord? Déjà, en ce qui est comment on appelle, la molécule, d'accord? Il faut savoir que la molécule, en fait, c'est un assemblage de nombreux atomes, d'accord? Pour faire simple, hein? Donc, la molécule, ce sera l'assemblage de nombreux atomes. Donc, c'est comme si, en fait, vous faites une formule parce que vous allez faire un produit, je prends comme ça, et puis vous avez besoin d'ingrédients, d'accord? Donc, pour cette formule-là, vous allez utiliser différents ingrédients pour former quelque chose. Souvent, les enfants, ils ont des aimants. Ça représente bien ce genre de devoir. Donc, vous allez avoir des pièces aimantées qui sont en boule et d'autres qui vont être un peu de forme cylindrique, d'accord? Comme des petits bâtonnets.
Donc, lorsque vous prenez la boule, vous mettez avec la forme cylindrique, d'accord? Vous voyez, ça va se retrouver, ça va s'aimanter, d'accord? Donc, ces pièces qui vont s'aimanter là, c'est ça les atomes, d'accord? Les atomes, voyez-les comme ça. Donc, ce sont ces petites boules-là. Donc, les atomes, elles seront sur une forme de boule, d'accord? Et la molécule, en fait, c'est l'assemblage que vous allez trouver. Parce que vous allez prendre différents atomes, vous allez les mettre ensemble. Et du coup, vous n'allez plus avoir boule par boule, mais vous allez avoir un ensemble de boules qui va être reliées les unes avec les autres. Donc, cet ensemble-là va former ce qu'on appelle une molécule. Donc, vous avez fabriqué un produit, vous avez besoin de petites pièces. Et lorsque ces pièces elles sont mises ensemble, vous les mélangez, ça donne une formule. Donc, essayez de voir la molécule sous cette forme-là, d'accord? Donc, dans la molécule, en fait, vous allez trouver des atomes, d'accord? Vous allez trouver les atomes. Donc, de petits atomes mélangés. Maintenant, dans les ions, en fait, les ions, c'est des toutes petites parties qui, eux, composent l'atome. Donc, le gros morceau ici sera la molécule. Ensuite, les atomes qui seront, voilà, un assemblage pour former la molécule. Et les tout petits, ce seront les ions, d'accord? Donc, ils ne vont pas s'écrire de la même façon, d'accord? J'essaie d'expliquer comme ça, peut-être ça ne va pas être trop clair. Essayez de vous documenter dessus, mais pour faire simple, d'accord? C'est un tout petit peu ça. La molécule, ce sera l'ensemble. L'atome, ce sera un peu en petites pièces détachées. Et les ions, c'est plus petit, d'accord, que les atomes, d'accord? Souvent, ils ne sont même pas visibles. Donc, si vous regardez ici, l'ion qui est là, d'accord? Vous voyez, c'est écrit Cu, donc c'est l'ion cuivre, Cu2+. Le 2+ qui est en haut, d'accord? Ça va représenter un peu ce qu'on appelle les atomes. Non, on va revenir ici. Voilà, on va prendre cet exemple. Donc ici, CuSO4, d'accord? Le 4 qui est là, ce sont les atomes, voilà, ici, le sulfate de Q. Là, le 4, ce seront les atomes. Ça veut dire que dans ce O-là, d'accord? Dans cet oxygène, on va avoir 4 atomes, d'accord? Il y en aura 4 ici, d'accord? Donc, les atomes, c'est... On va un peu mettre le chiffre qui est à côté ici pour représenter le nombre d'atomes qui vont être à l'intérieur. D'accord? Donc, si on revient un peu sur les ions, donc ici, on a Cu2+. Donc, les ions, il faut savoir que les ions, en fait, comme je disais, hein, ce sont des parties d'atomes. Donc, ces atomes-là, ils ont perdu ou bien ils ont gagné des électrons, d'accord? Je ne sais pas comment je vais expliquer, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Par exemple, là, on voit +2. +2, ça veut dire que ici, cet ion-là, il a gagné, d'accord? Il a gagné des électrons. Donc, vous voyez, il en a +2, d'accord? Il les a gagnés. Je ne vais pas rentrer pour vraiment pas vous perdre, mais pour faire simple, ici, à cette question, donc si on demande ici, le sulfate de cuivre est-il un atome? Non, parce que vous voyez que là, c'est une formule entière. Là, c'est en fait une composition. D'accord? Or, on a dit, les atomes, ce n'est pas une composition en entière. Ce n'est pas beaucoup de produits ensemble. C'est un seul élément. D'accord? Mais ici, il n'y a pas qu'un seul élément. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ça ne peut pas être un atome. Est-ce que c'est un ion? Non. Parce que l'ion aussi, ce sera plus en un seul élément comme ça. Est-ce que c'est une molécule? Oui, ça va être une molécule parce que la molécule, on nous a dit, c'est un assemblage. Et là, il y a un assemblage là. D'accord? On voit bien que la formule, elle est beaucoup plus longue parce qu'on a assemblé le cuivre et du sulfate. D'accord? Donc, du coup, on va cocher dans la case molécule. Ensuite, on va passer à la question suivante. Alors, pour la question suivante, donc la question 4.2, on nous dit ceci, le composant Cu2, d'accord, donc on l'a vu plus haut, hein, on avait vu que c'était l'ion hein, déjà, d'accord. Donc ici, on va tout simplement nous demander aussi de cocher, est-ce un atome,
Est-ce un ion? Est-ce une molécule? Ben, là, vous le voyez bien, ça, c'est un ion qui a gagné des électrons, d'accord? Donc, Cu, donc c'est le cuivre 2+, donc il a gagné des électrons. Donc, ici, on ne mettra pas atome, on mettra un ion et on ne mettra pas molécule. Molécule, ça va être une formule un peu plus longue, d'accord? Donc, il se mettra sous cette forme-là. Et ici, ce sont des ions. J'espère, les amis, que vous arrivez à vous retrouver. Donc, on passe à la question suivante. Là, vous allez avoir un tableau comme ça. On vous dit ci-dessous un extrait de classification périodique des éléments. Donc, ici, vous allez avoir des éléments H pour l'hydrogène, l'hélium, voilà, carbone, azote, oxygène. Et là, on essaie de vous détailler. On vous dit ceci. X représente le nom, d'accord? Donc, on va prendre un exemple, hein. On va prendre celui-là. On va prendre le O. Donc, le O, le nom, il est en bas. Donc, c'est l'oxygène. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, là, c'est oxygène, d'accord? Donc, là, c'est le nom. Ensuite, on vous dit, on vous montre ici, voilà, M, masse moléculaire atomique. Donc, elle est où la masse moléculaire? La masse molaire, voilà, pardon, la masse molaire. Donc, ici, on l'a tout en bas. On a 16,6 ou 8, je ne sais pas trop. Voilà. Donc, on le met là. Et plus haut, on nous dit symbole de l'élément. Donc, le symbole pour l'oxygène, c'est O, d'accord? Parce que le nom, on a dit, c'est celui-là en entier. Donc, c'est écrit oxygène. Le symbole, c'est O, d'accord? La masse molaire, on vous l'a donné en bas ici, c'est 16, d'accord? Donc, vous avez la manière à laquelle il faudra lire tout ce qui est dans les carrés, d'accord? J'espère que tout le monde se retrouve. Attendez, je vais essayer de vous agrandir cela. On va voir, hein. Je ne sais pas si je peux. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à mieux voir ainsi. Donc, ici, voilà. Donc, on a pris l'exemple de l'oxygène. D'accord? Voilà. Donc, l'oxygène est là. Voilà. Donc, le O, ça va représenter le symbole de l'élément. En bas, vous avez l'oxygène et la masse atomique. Donc, elle est là. C'est 16. D'accord? Donc, on va passer à la question suivante. Alors, la question suivante, c'est 4.3. On dit de donner la composition du sulfate de cuivre. Donc, on doit donner la composition. On vous a donné un tableau ici, le symbole, le nom et le nombre d'atomes. Donc, on a vu tout à l'heure dans le tableau. Donc, il va falloir repartir dans le tableau et regarder si vous voulez. Sinon, vous pouvez tout simplement regarder ce qui est là. Hein, d'accord? Donc, le symbole, on avait dit c'est Cu. Comme tout à l'heure, on faisait pour l'oxygène. D'accord? On avait vu le symbole pour l'oxygène, c'était O, n'est-ce pas? Et le nom, c'était oxygène. Et on avait le nombre d'atomes qui était en bas. D'accord? Donc, ici, on va faire pareil. Donc, on va regarder là. Donc, on nous dit, et ils nous ont déjà détaillé, hein, ils nous donnent le symbole Cu, on nous donne le nom. Donc, ici, c'est le cuivre. On nous demande le nombre d'atomes. Le nombre d'atomes, qu'est-ce que je fais? Je regarde au niveau du Cu. Est-ce que j'ai un chiffre là? Non. J'ai pas de chiffre. Vu que j'ai pas de chiffre, en mathématiques, lorsqu'il n'y a rien, ça sous-entend qu'il y a un 1. Donc, ici, on mettra nombre d'atomes 1. D'accord? Parce que lorsque vous voyez le Cu, est-ce que vous voyez un chiffre après le U? Non, il n'y a pas de chiffre. D'accord? Donc, ici, on mettra tout simplement 1. D'accord? Ensuite, S. Donc, on a fini Cu. Là, ils nous ont donné le symbole S. Le symbole S représente quoi? Il représente le sulfate. Donc, ici, ce sera à vous d'écrire le soufre. D'accord? Le soufre, pas le sulfate, le soufre. D'accord? Donc, ici, vous allez inscrire soufre. D'accord? Donc, vous allez mettre le soufre ici. Et ensuite, on vous demande le nombre d'atomes. Donc, lorsque vous êtes dans le S, y a-t-il un chiffre en bas? Non.
Donc, vu qu'il n'y a rien, en mathématiques ou en physique, si vous voulez, ça sous-entend qu'il y a un 1. Donc, vous mettez 1 ici, d'accord? Ensuite, le dernier symbole, c'est O, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc, l'oxygène, d'accord? Donc, vous mettez ici, oxygène. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a 4, d'accord? Donc, 4 ici, c'est le nombre d'atomes. On le met là, d'accord? Donc, on mettra 4 atomes. Cela voudrait dire quoi? Si c'était un dessin graphique qu'il fallait faire, parce que des fois, on vous demande de faire des graphiques, c'est tout simplement de refaire cet assemblage-là. Vous allez chercher à mettre un petit rond, peut-être d'une couleur rouge ou noire, comme vous voulez. Donc, qui va représenter le cuivre. Une autre qui va représenter le soufre, d'accord? Donc, une seule boule. Mais lorsque vous allez arriver à l'oxygène, vous allez devoir en mettre 4 pour avoir le sulfate de cuivre. D'accord, les amis? J'espère que c'est clair pour tout le monde, d'accord? Voilà, donc on passe à la question suivante. La question 4.4. On nous dit ceci, de calculer en grammes, d'accord? Donc, molaire, la masse molaire du sulfate de cuivre. Donc, on vous a déjà donné ici la masse. Donc, on demande de calculer en grammes. D'accord? Donc, on vous donne déjà M du cuivre. D'accord? C'est donc, il faut calculer la masse molaire du sulfate du cuivre. Donc, le sulfate du cuivre, on a vu comment sa formule s'écrivait. On a vu tout à l'heure dans la question précédente, on a vu que c'était quoi? On a vu c'était CuSO4. D'accord? Donc, ici, on nous donne donc la masse pour Cu. Donc, déjà pour le cuivre, on nous donne 63,5. Donc, ça, c'est donné. D'accord? Donc, pour faire le calcul, il faut tout simplement multiplier par le nombre d'atomes. Or, dans le tableau, quand on a rempli ici, d'accord, on avait bien vu que le Cu, atome, c'était 1, n'est-ce pas? Donc, on va faire 63,5 multiplié par 1, d'accord? Plus, pourquoi est-ce qu'on met plus? On met plus parce que, en fait, le sulfate de cuivre, il n'y a pas que le cuivre, on a aussi le soufre, d'accord? Donc, il faudra aussi calculer pour le soufre. Donc, celui-là, multiplié par le nombre d'atomes qu'on avait trouvé, on avait dit c'était 1. Ensuite, on fait plus. Donc, la masse du soufre, on va faire la masse du soufre, multiplié aussi par le nombre d'atomes. Il y a combien d'atomes? Un seul. Donc, ça ne va pas changer. Ce sera 32,1 multiplié par 1, plus la masse de l'oxygène. Par contre, ici, l'oxygène, on avait trouvé 4, vous vous rappelez. Donc, on va multiplier par 4. Du coup, on va faire 4 fois 16, d'accord? Donc, on va additionner tout ce qu'on va trouver et on va trouver la masse molaire du sulfate de cuivre. Donc, du coup, elle sera de 159,6 grammes. D'accord? Donc, on mettra ça en bas ici. Donc, la masse du sulfate de cuivre sera du coup égale à 159,6 grammes bar MOL. D'accord? On mettra cela ici. Je ne sais pas si vous avez tous compris. Je vais essayer de reprendre. On nous demande ici de trouver le sulfate de cuivre. Dans la composition du sulfate de cuivre, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit qu'il y avait le Cu, il y avait le S et il y avait le O4. D'accord? Donc, pour trouver la masse, il nous donne la masse élément par élément. D'accord? On nous donne la masse de cette partie, de celle-ci et de l'autre. Par contre, ici, déjà, pour trouver sa masse, d'accord, le cuivre, il faut le multiplier par le nombre d'atomes qu'il a. Lorsqu'on a fait le tableau en haut, il fallait remplir les atomes. On avait vu que le cuivre, il n'avait que un seul atome. Donc, on va multiplier par 1. Pareil pour le soufre, il n'avait qu'un seul atome, on va multiplier par 1. Par contre, l'oxygène en avait 4, on va multiplier par 4, d'accord? Donc, 16 multiplié par 4. Donc, tout ce qu'on trouvera ici, ici et ici, mais à la fin, on va devoir additionner, d'accord? Alors, on passe à la suite. On rappelle que pour déterminer la présence d'ions métalliques dans une solution, on utilise des produits caractéristiques comme la soude. Donc, voilà. Et la soude, voilà sa formule. NaHOH, autant pour moi.
aussi appelé hydroxyde de sodium. On vous dit ceci, sur le flacon de la soude, on trouve le pictogramme suivant. Toujours travaillez vos pictogrammes, les amis. Donc, voici, on a trouvé le pictogramme N1 et pictogramme N2. Travaillez toujours vos pictogrammes. Il faut connaître les noms de tous les pictogrammes, d'accord? Et on vous donne des données. On vous donne celui-là, d'accord? Donc, là, ce pictogramme-là, on vous dit dangereux pour l'environnement. Ensuite, le deuxième, on dit inflammable. Le troisième, c'est du carburant. Le troisième, gaz sous pression. Et le dernier, irritant corrosif. On vous demande dans la question 4.5 de donner la signification du pictogramme numéro 1. Donc, ce pictogramme-là, on demande la signification. Ben, c'est facile parce que vous l'avez déjà. Hein. Donc, c'est ici, on mettra tout simplement qu'il est irritant et corrosif. D'accord? Donc, vous l'avez ici. D'accord? Irritant et corrosif. Ensuite, dans la deuxième question, on demande de donner la signification du pictogramme numéro 2. D'accord? Bon, je vais un peu vous montrer les questions. Voilà. Donc là, on demande de donner la signification du pictogramme numéro 2. Donc, le pictogramme numéro 2, hein, on le voit bien, c'est un pictogramme qui est dangereux pour l'environnement. D'accord? Ensuite, on passe à la question suivante. Je pense que là, franchement, il n'y a pas de problème. Vous pouvez bien gagner tous les points. Hein. On passe à la question 4.7. On nous dit ceci de citer 2 précautions à prendre pour utiliser la soude. Vous savez, la soude, c'est un produit dangereux quand même. Donc, quelles sont les précautions? Déjà, il faut mettre des gants. Hein. Un produit qui est dangereux, tout de suite, il faut des gants. On peut mettre aussi une blouse. C'est important, d'accord? Donc, on a demandé 2 précautions. Ben, il n'y a pas de souci. Je peux mettre les gants et je peux mettre la blouse. Ensuite, on nous donne un petit texte. On nous dit ceci que Monsieur Dujardin a préparé 2 solutions. Donc, il a fait 2 solutions. On dit une solution de sulfate de cuivre. Donc, la première solution, c'est une solution de sulfate de cuivre. Et une autre solution, c'est la solution de fer. Donc, après avoir fait ces 2 solutions, d'accord, donc le sulfate de cuivre et la solution de sulfate de fer, on nous dit que pour ces 2 solutions stockées, dans son garage, d'accord, dans le récipient A et B, les étiquettes ne sont plus visibles. Ouh là là, donc il a fait des solutions et là, les étiquettes ne sont plus visibles. On ne sait plus comment les reconnaître. Qu'est-ce qui est sulfate de cuivre et qu'est-ce qui est solution de sulfate de fer. Il ne sait plus. Donc, on nous dit ceci que Monsieur Dujardin choisit la solution du récipient A. Donc, au pif, il va prendre la solution du récipient A, même si les étiquettes ne sont plus là. Donc, il réalise du coup une expérience. Donc, il fait une expérience. On va nous décrire l'expérience. On nous dit 1. Il verse quelques millilitres de la solution dans un tube à essai. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va ajouter dans le tube quelques gouttes de soude. D'accord? Après, on va nous dire qu'il obtient un précipité bleu. Donc, s'il obtient un précipité bleu, qu'est-ce que cela signifie? Du coup, le récipient qu'il a choisi, le A, est-ce du cuivre, est-ce du sulfate de fer? On va voir, on nous a donné un tableau. Donc, on va regarder le tableau qu'on nous a donné et on va voir ce qui est mentionné sur le tableau. Parce que là, l'expérience qu'il a fait, il a obtenu un précipité bleu et il veut savoir si le récipient A qu'il a pris, c'est du soufre ou du fer, d'accord? Du cuivre hein, ou du fer, d'accord? Donc, ici, on regardera bien le tableau. On a le nom de l'ion, on a la formule, on a le réactif mis en contact avec l'ion et l'observation. Nous, déjà, on va regarder l'observation qui nous donne du bleu. Parce que nous, on a trouvé du bleu. A-t-on trouvé du blanc? Non. On a trouvé du bleu. Ah, on est là. Formation d'un précipité bleu. Donc, voici la case qui va nous concerner. Maintenant, on va voir si les autres éléments correspondent. Donc, qu'est-ce qui nous donne du bleu? C'est ici. Ion cuivre. Donc, le nom de l'ion, c'est le cuivre. Formule de l'ion, c'est Cu2+. Le réactif mis en contact avec l'ion, c'est le soude. Donc, ici, d'accord, on est d'accord, eh bien, c'est
le récipient A, en fait, le récipient A qu'il a pris, c'est du cuivre, d'accord? Donc, on pourra répondre à la question 4.8 et dire que le sulfate de cuivre se trouve dans le récipient A, parce qu'en effet, on a eu la formation d'un précipité bleu qui met en évidence la présence de l'ion cuivre. Donc, s'il y a le précipité bleu, c'est parce qu'il y a eu l'ion cuivre. Donc, on peut bien répondre à notre question. Vous voyez qu'il vous donne beaucoup de documents, mais il faut connaître pour ne pas chercher au pif. Voilà. Quand on s'y connaît, on se retrouve facilement. Parce que quelqu'un peut voir ça et ne pas comprendre là où il faut partir. Or, avec les exercices que nous sommes en train de faire, vous voyez tout de suite, vous savez où il faut aller regarder, vous savez où est-ce qu'on veut vous emmener, vous savez tout de suite ce qu'on attend de vous. C'est vraiment l'importance, les amis, de retravailler les exercices. Je vous l'accorde, hein, vous n'allez pas forcément tout comprendre. Physique, chimie, c'est pas 1 plus 1 égale à 2, c'est pas... Voilà, ça demande quand même. Mais si on arrive déjà à faire quelques exercices, je vous assure, on est loin d'un 0, on est loin d'un 2. On peut quand même se rapprocher de 10 ou même 8 de moyenne, c'est déjà mieux. C'est déjà facile à combler un 8 de moyenne, d'accord? Donc, vous voyez, quand vous venez ici, du coup, répondre à la question 4.8, on vous a dit de justifier, voilà, à l'aide de votre tableau, hein, d'accord, ce qu'on a trouvé dans le récipient A. On a dit, dans le récipient A, lorsqu'on a regardé le tableau, que ce qui nous donnait le précipité bleu, c'était le sulfate de cuivre, d'accord? Donc, là, voilà, vu qu'il a eu une précipité bleue et qu'il ne savait plus c'était quel récipient, qu'est-ce qui était à l'intérieur, ben là, vous pouvez facilement maintenant répondre à la question 8. Le sulfate de cuivre se trouve dans le récipient A parce qu'en effet, on a la formation de précipité bleu qui met en évidence la présence d'ion cuivre. D'accord? Et vous finissez cette question et vous passez à la question suivante. Donc, dans la question suivante, c'est la question 4.9, on vous dit ceci. En déduire le récipient que M. Dujardin doit prendre pour protéger ses cultures, rédiger une réponse. Donc, ici, il faut tout simplement dire que M. Dujardin doit prendre le récipient A parce que c'est ce récipient A qui contient l'agent actif souhaité. D'accord? Parce que dans ce récipient A, ben... on a l'agent actif ici, c'était quoi? Soude. D'accord, donc on peut prendre le récipient A. Voilà, donc ici, on a dit qu'on va prendre, le récipient A parce que c'est lui qui contient l'agent actif souhaité. Parce que là, le précipité bleu, on l'avait trouvé avec l'ion cuivre, voilà. Donc, c'est bon. Ici, on a bien l'ion cuivre. Donc, c'est bon. D'accord? Ensuite, on va passer à la question suivante, les amis. J'espère que tout le monde arrive à se retrouver, à reprendre l'exercice un peu plus tard et essayer tout doucement de comprendre. D'accord? Alors, l'exercice 5, on dit ceci. Mouvement de la brouette. Monsieur Dujardin veut transporter rapidement du compost jusqu'à la serre. Il a besoin d'une brouette. Pour étudier le mouvement de la brouette, on réalise une chronophotographie du centre de la roue. Donc, voici ce qu'on a trouvé. Voilà, on a une ligne là et puis tous les points sont alignés. Donc, question 5.1. Indiquez la nature de la trajectoire du centre de la roue. Donc, la nature de la trajectoire, hein, ben, vous regardez, tous les points sont alignés. Donc, la trajectoire sera quoi? Ce sera une ligne droite. D'accord? Il n'y a pas une qui descend, qui monte. Elle n'est pas en zigzag. Elle est en ligne droite. Donc, ici, on va tout simplement mettre que la trajectoire du centre de la roue, et ici, elle est rectiligne, en fait. D'accord? Ça fait une ligne droite. Donc, elle est rectiligne. Donc, en 5.2, on nous demande indiquer la nature du mouvement, justifier la réponse. Ici, on va tout simplement dire que le mouvement, en fait, il est rectiligne parce qu'on a bien vu ça en ligne droite. Donc, on va dire le mouvement est rectiligne parce que le point se déplace selon une droite. Ça forme une ligne droite. D'accord? Donc, on demande de justifier. Déjà, on demande d'indiquer la nature du mouvement. Donc, là, il y a une question à deux têtes. Hein, d'accord?
première chose, indiquer la nature du mouvement et justifier la réponse. Il faut bien répondre aux deux, hein, d'accord? Donc, on donne d'abord la nature du mouvement. On dira le mouvement est rectiligne. Ensuite, justifier la réponse. Pour justifier la réponse, vous allez dire rectiligne car ou parce que, d'accord, le point se déplace selon une ligne droite. D'accord? Et vous vous arrêtez là, c'est bon. Donc, on nous dit ici, on représente l'évolution de la vitesse de la brouette en fonction du temps. D'accord? Donc, ici, c'est la vitesse. Et en bas, ici, c'est le temps. D'accord? Donc, on a 3 diagrammes. Diagramme 1, 2 et 3. Donc, on dit représenter la vitesse de la brouette en fonction du temps. Il est où le temps? Le temps, il est ici en bas. D'accord? Le temps est là. La vitesse, c'est ici. Donc, lorsqu'on fait une projection, temps et vitesse, vous voyez, c'est droit. Ça bouge pas trop. Là, ça fait quoi? Ça décroît. Là, on descend. D'accord? Voilà. Ici, on décroît. Et ici, qu'est-ce qu'on constate? Ici, ça évolue. La question 5.3 nous dit quel diagramme correspond au mouvement de la brouette? Donc, quel est le diagramme qui correspond au mouvement de la brouette et justifié? Quel est le diagramme qui correspond au mouvement de la brouette? Et on demande de justifier. Donc ici, quel est le diagramme qu'on prendra? On va prendre le diagramme 3, donc le dernier diagramme, parce qu'on a demandé de représenter l'évolution de la vitesse, d'accord, de la brouette en fonction du temps, d'accord. Donc ici, comment est-ce qu'on va justifier la question 5.3? On va dire ceci. Le diagramme 3, d'accord, est celui qui représente le mouvement, l'évolution de la vitesse de la brouette en fonction du temps. Car, en fait, le mouvement est accéléré, donc la vitesse augmente au cours du temps, d'accord? Si le mouvement ici est accéléré, eh bien, la vitesse aussi, elle va augmenter au cours du temps, d'accord? La vitesse, si le mouvement est accéléré, la vitesse ne va pas descendre. Si le mouvement est accéléré, la vitesse ne restera pas aussi rectiligne, elle ne restera pas droite. Non, non, non. Si le mouvement il est accéléré, ben, la vitesse, elle va faire quoi? Normalement, elle doit aussi augmenter. Elle ne restera pas droite. Elle ne va pas aussi aller en bas. Non. Si le mouvement accélère, ben, la vitesse augmente. Les deux iront dans le même sens. Si je roule plus vite, ben, forcément, la vitesse, elle va aller aussi plus vite. Voilà, parce que j'appuie sur le champignon, j'appuie, hop, sur l'accélérateur, et bien ça ira très vite, d'accord? Voilà, donc il faut bien que ça aille dans le même sens. On ne va pas dire qu'on met de la vitesse et on va pas faire un mouvement rapide et puis dire que la vitesse, elle va descendre, non, ou qu'elle restera pareille, non. Si on fait un mouvement rapide, c'est que la vitesse aussi, elle va augmenter. Donc, le diagramme qui représente bien cela, c'est celui-là. La vitesse, elle va augmenter. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Oula, ça va être long cette vidéo, désolé. Donc, ici, on considère que Monsieur Dujardin est éloigné d'une vitesse de 80 mètres de la serre. D'accord? Donc, il est éloigné de 80 mètres de la serre. Question. Non, est-ce qu'on a fait la 5.4? Non, on fait d'abord la 5.4. Donc, 5.4. Donc, on considère que M. Dujardin transporte son compost à une vitesse moyenne V de 5,76. On demande d'indiquer le calcul permettant de vérifier que la vitesse en mètres par seconde est de 1,6 mètres par seconde. Comment est-ce qu'on va faire pour trouver la vitesse? On va faire 5,776 km, d'accord, qu'on nous a donné, d'accord. Donc, on va prendre 5,76 et on va tout simplement diviser